Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tailgate Flashback, le podcast qui explore l'histoire de la NFL à travers ses moments de gloire et à travers ses plus grandes controverses. On a parlé lors du dernier épisode du Deflategate, on va revenir sur un nouveau scandale des années 2000 en NFL, le Bountygate. On revient donc aujourd'hui sur une affaire qui a profondément terni l'image des New Orleans Saints, pourtant au sommet de leur gloire à la fin des années 2000. Une affaire de primes clandestines, de violences encouragées, de dissimulation présumée et de sanctions parmi les plus lourdes jamais prononcées par la Ligue. Mais derrière le mot Bountygate, il y a aussi une question qui divise encore. Qu'est-ce qui a été réellement prouvé dans cette affaire et qu'est-ce qui reste contesté ? Bienvenue dans Tailgate Flashback, Bountygate, le scandale qui a sali les Saints. Vous écoutez Tailgate Flashback. Comme toujours, pour comprendre le scandale, il faut revenir au contexte. Dans les années 2000-2010, les Saints incarnent une forme de renaissance pour la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina. Sportivement, l'équipe est en pleine ascension. En 2009, elle réalise une saison exceptionnelle et remporte le Super Bowl 44. Mais selon la NFL, c'est justement à partir de cette saison qu'un système illégal aurait été mis en place dans l'équipe. Un programme de primes destiné à récompenser certaines actions défensives, y compris celles qui permettaient de sortir un adversaire du match. Surtout, même celle qui permettait de sortir un adversaire du match, et c'est d'ailleurs cela le cœur du Bountygate. D'après la version de la Ligue, des joueurs alimentaient une caisse commune avec l'appui du coordinateur défensif Greg Williams. Des bonus étaient ensuite versés selon les performances défensives de l'équipe. Une action défensive marquante pouvait rapporter un peu d'argent, mais des montants beaucoup plus élevés étaient prévus pour ce que l'enquête va appeler des knockouts ou des cart-off. Autrement dit, quand un joueur adverse ne pouvait pas revenir en jeu ou devait quitter le terrain blessé. Et là, on dépasse le simple folklore du vestiaire. L'accusation est beaucoup plus grave. Il ne s'agirait pas seulement d'une culture du choc, mais d'un système structuré, piloté au niveau du staff, visant parfois des joueurs vedettes adverses. Le moment qui va cristalliser tous les soupçons, c'est la finale NFC de janvier 2010, entre les Saints de la Nouvelle-Orléans et les Minnesota Vikings. Les Saints remportent ce match et se qualifient pour le Super Bowl qu'ils remporteront donc plus tard face aux Indianapolis Colts. Mais après la rencontre, plusieurs joueurs et entraîneurs des Vikings accusent la défense de la Nouvelle-Orléans d'avoir délibérément cherché à blesser le quarterback Brett Favre. Favre encaisse de très nombreux coups, dont un choc particulièrement controversé qui l'atteint au niveau des jambes. Aucune pénalité n'est sifflée sur l'action, même si plus tard un responsable de l'arbitrage de la NFL dira qu'un flag aurait dû être lancé sur cette action. L'entraîneur du Minnesota, Brad Childress, affirme ensuite avoir vu de nombreuses actions où il a eu le sentiment que Brett Favre était visé délibérément pour être blessé. Sur le moment, pourtant, il ne va pas se passer grand-chose. Les soupçons sont là, la rancœur aussi, mais ça reste une histoire entre deux équipes pendant une finale de conférence. Pour l'instant, pas de scandale. La NFL ouvre une enquête à partir de 2010 après des signalements sur des tentatives visant Brett Favre et Kurt Warner. Mais cette première phase piétine, les joueurs et les responsables interrogés nient tout en bloc et certaines personnes présentées comme des sources par la Ligue contestent ensuite la manière dont l'enquête a été menée. Puis à la fin de la saison 2011, la NFL affirme avoir reçu de nouvelles informations qu'elle juge, je cite, significatives et crédibles. Et le 2 mars 2012, tout explose. La Ligue annonce avoir trouvé des preuves d'un programme de primes mis en place dès 2009, actif jusqu'au play-off 2011-2012. Selon elle, 22 à 27 joueurs défensifs des New Orleans Saints auraient été impliqués. Les joueurs et Greg Williams auraient alimenté eux-mêmes la cagnotte. Et surtout, la NFL affirme que plusieurs quarterbacks adverses ont été spécifiquement ciblés, notamment Kurt Warner, Brett Favre, Aaron Rodgers et Cam Newton. L'accusation la plus marquante concerne Jonathan Vilma, un linebacker emblématique de l'équipe de cette époque. D'après la NFL, il aurait proposé $10,000 à tout coéquipier capable de sortir Brett Favre lors de la fameuse finale NFC de 2009. À partir de là, l'affaire prend une ampleur énorme. Ce qui choque Roger Goodell, le commissionnaire de la NFL, ce n'est pas seulement l'existence présumée de ce système, c'est aussi le fait qu'il aurait été connu, toléré, voire même couvert et organisé au plus haut niveau de l'organisation des Saints. La Ligue estime que Greg Williams est à l'origine du programme, mais elle considère aussi que l'entraîneur principal, Sean Payton, était au courant
et qu'il a tenté de masquer l'affaire pendant l'enquête. Le manager général de l'équipe, Mickey Loomis, et l'entraîneur assistant Joe Witt sont eux aussi mis en cause pour ne pas avoir agi pour freiner le système. Pour la NFL, ce n'est donc pas une dérive isolée, c'est un problème d'organisation et de culture de la violence interne. Le 21 mars 2012, après une vingtaine de jours d'enquête, les sanctions tombent et elles sont historiques. Greg Williams est suspendu indéfiniment. Sean Payton est suspendu pour toute la saison 2012, une décision exceptionnelle pour un entraîneur principal en NFL. Mickey Loomis est suspendu pour les 8 premiers matchs de la saison et Joe Witt, lui, écope de 6 matchs de suspension. La franchise des Saints reçoit une amende de $500,000 en plus de perdre ses choix de deuxième tour de draft 2012 et 2013. Le message de Roger Goodell est simple. Pour lui, cette affaire menace à la fois la sécurité des joueurs, mais aussi l'intégrité du jeu en lui-même. En mai 2012, la Ligue sanctionne aussi plusieurs joueurs. Jonathan Vilma est suspendu pour toute la saison, Anthony Hargrove en prend 8 matchs, Will Smith en prend 4, Scott Fujita en prend 3. Mais c'est là que le dossier commence à se fissurer. Le syndicat des joueurs, la fameuse NFLPA, conteste les sanctions et dénonce un manque de preuves. Les joueurs suspendus font appel, plusieurs témoins jurent sous serment qu'il n'y avait pas de système de primes tel que décrit par la Ligue. Jonathan Vilma affirme que les accusations reposent largement sur du oui-dire plutôt que sur des preuves. Puis, en décembre 2012, tournant majeur. Paul Tagliabue, ancien commissionnaire de la Ligue, chargé d'examiner certains recours, annule toutes les sanctions contre les joueurs. Il estime que la responsabilité principale revient aux entraîneurs et à l'organisation des Saints. La même année, DeMaurice Smith, alors directeur de la NFLPA, le syndicat des joueurs, déclare, après examen de milliers de pages de documents et d'heures de témoignages, qu'il n'existe selon lui, et c'est important, aucune preuve certaine que les primes aient réellement existé au sens présenté par la NFL. C'est ce qui rend le Bounty Gate si complexe. D'un côté, plusieurs éléments très lourds. Greg Williams finit par admettre son rôle dans un système interdit, et surtout il y a un enregistrement devenu célèbre révélé en avril 2012 où on entend Greg Williams avant un match de playoff tenir un discours d'une violence extrême appelant ses joueurs à s'en prendre physiquement à plusieurs adversaires. Pour beaucoup, cette bande suffit à démontrer qu'il existait au minimum une culture toxique, une culture dangereuse et totalement contraire à l'esprit du jeu. Mais d'un autre côté, la NFL n'a jamais rendu public toutes les preuves qu'elle disait posséder. Certaines sources ont contesté l'enquête, plusieurs joueurs visés, y compris Brett Favre, ont relativisé les accusations. Et surtout, les sanctions contre les joueurs ont fini par être annulées. En clair, le débat ne porte pas seulement sur une question simple qui serait les Saints ont-ils joué de manière sale ? Il porte aussi sur la solidité du dossier monté par la NFL. Sportivement, les conséquences sont bien réelles. Privé de Sean Payton pendant toute la saison 2012 et plombé par le scandale, les Saints passent d'une équipe ambitieuse à une formation qui termine à 7 victoires pour 9 défaites en dehors des playoffs. Sean Payton reviendra plus tard, il est aujourd'hui à la tête des Denver Broncos. Greg Williams aussi finira par être réintégré dans la ligue, mais l'image des Saints, elle, reste durablement marquée. Et c'est sans doute ça, l'héritage du Bounty Gate. Cette affaire a mis en pleine lumière quelque chose que beaucoup soupçonnaient déjà. Dans le football américain, il existe depuis longtemps une culture informelle de primes, de gros coups, de récompenses internes plus ou moins tolérées. Plusieurs anciens joueurs l'ont d'ailleurs déjà reconnu. Mais ce qui a rendu le cas des Saints si explosif, c'est l'idée d'un système organisé, encadré, potentiellement orienté vers le fait de sortir des adversaires d'un match. Le Bounty Gate, ce n'est donc pas seulement un scandale des Saints, c'est aussi un moment où la NFL a dû affronter ses propres contradictions, au moment même où la question de la sécurité des joueurs devenait centrale. Alors, que faut-il retenir ? Que les Saints ont été accusés d'avoir mis en place un système profondément contraire à l'esprit du sport ? Oui. Que Roger Goodell a frappé fort, très fort, avec des sanctions inédites ? C'est certain. Que Greg Williams est devenu le symbole de cette dérive ? Que Sean Payton et toute l'organisation en est sortie durablement abîmée ? Et que malgré tout, une partie importante du dossier reste encore discutée, contestée et n'est pas complètement démontrée aux yeux de nombreux observateurs. Le Bounty Gate, au fond, c'est l'histoire d'un scandale, mais c'est aussi celui d'une ligue forcée de se regarder en face. Encourager les gros jeux défensifs les a emmenés à une forme de perte. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. À très bientôt pour un nouveau récit autour des grandes affaires et des grands moments qui ont marqué l'histoire de la NFL.